vais dérouler donc les clés essentielles des plans financiers et après on aura un temps de questions-réponses. Donc aujourd'hui, le plan de notre présentation ou de notre atelier, on va parler donc des trois grands éléments du plan financier qui vont être donc la construction du chiffre d'affaires, la construction des comptes de résultats, et enfin, la prévision de trésorerie. Je ne vais pas aborder le bilan, qui est un élément plus technique. À la fin, je vais finir sur les sources d'études de marché et les modèles financiers pour répondre aux questions qu'on a eues au dernier webinaire. Et après, on aura une séance de questions-réponses à la fin. Donc, rappel pour ceux qui étaient là la semaine dernière, donc, on a parlé de projection de chiffre d'affaires top-down et bottom-up. Donc, d'où va venir le chiffre d'affaires? Ça va venir des données de marché sur lesquelles vous allez prendre des hypothèses de part de marché pour arriver à votre chiffre, ou bien des données consommateurs sur lesquelles vous allez prendre des hypothèses du nombre d'actes de consommation et d'occasions de consommation, sans oublier que dans votre chiffre d'affaires, vous allez avoir votre chiffre d'affaires principal, ce que vous vendez. Ce que j'ai dit la dernière fois, si vous êtes une société qui vend du café, Café Richard, vous allez vendre essentiellement du café en grains et café moulu en capsule, mais n'oubliez pas les autres sources de revenus. Si vous vendez du café, vous pouvez vendre avec des sucrètes et des gourmandises, et qui sont en général des points essentiels pour la rentabilité et la pérennité de votre chiffre d'affaires. Donc, réfléchissez aux différentes sources et on va voir comment ça se traduit après en plan financier. Autre point qu'on avait vu la dernière semaine, donc, c'est comment élaborer un plan de ressources. Ben, si vous voulez savoir combien de personnes il faut recruter en business development, par exemple, il faut savoir combien de clients vous avez visés dans votre plan de développement de chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez viser 100 clients, il faut savoir qu'il y a toujours une descente entre le potentiel du marché et le projet, donc le client que vous allez transformer. Sur un exemple théorique que je donne, si on dit qu'il y a 100 clients potentiels dans le marché, quand vous allez leur présenter votre produit, il y aura 10 prospects qui vont dire « je suis intéressé », c'est encore théorique, hein, mais sur les 10 prospects, il y aura la moitié qui dira « faites-nous un devis », vous aurez 5 propositions, et sur les devis, il y en aura 2 qui deviendront des clients. Donc, ça vous donne une idée du coût d'acquisition de ces clients. Pour en gagner 2, il faudra en contacter 100. Et ça vous donne une idée du nombre de ressources qu'il va falloir mettre en place pour atteindre votre ambition en termes de clients et donc de chiffre d'affaires. Enfin, je rappelle l'importance du cash par rapport au profit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les deux. Le profit, c'est très important. Donc, s'assurer que votre chiffre d'affaires est supérieur à vos charges et que vous générez une activité profitable. Mais le cash est aussi très important. Et la plupart des business en démarrage, en start-up, sont des business qui doivent attendre pour être payés par leurs clients. Ils doivent acheter leur stock bien avant de le vendre. Donc, du coup, ça crée des besoins en cash et en financement. Et on peut avoir un business qui peut être profitable, mais comme on est encore en attente de paiement, on peut se retrouver en manque de cash ou carrément en faillite. Donc, très important de suivre votre cash, qui est tout simplement votre argent à la banque, hein, pour la faire simple. Voilà. Alors, les étapes pour bâtir le plan financier, ça va être technique, hein. On est quand même dans des éléments de prévision financière, donc ça va faire appel à des notions que vous avez apprises à l'école, pour ceux qui ont fait des écoles de commerce, ou bien du bon sens. Et si vous n'êtes absolument pas à l'aise avec l'ensemble des définitions financières, il faudra peut-être avoir recours à votre expert comptable pour vous aider et pour vous épauler là-dessus. Donc, ce n'est pas un cours de finance, c'est vraiment un cours de comment bâtir un plan financier pour démarrer une entreprise. En essayant de simplifier au maximum, on va procéder en 3 étapes. 1, une projection de chiffre d'affaires. 2, le compte de résultats prévisionnel, donc faire une projection sur plusieurs années. Comme je l'ai dit la dernière fois, il faut pouvoir avoir une vision sur le temps de quelle va être la profitabilité de votre entreprise, et enfin finir sur la prévision de trésorerie et l'importance du cash, qui va vous permettre de savoir quel va être votre rapport en capital et quels vont être les prêts ou les subventions ou les levées de fonds dont vous aurez besoin. C'est vraiment l'élément final de toute cette analyse, hein. Donc, 1, le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Le chiffre d'affaires, c'est tout simplement le volume par les prix.
Donc, c'est simple à dire, hein, le volume des ventes et le prix des ventes, c'est aussi simple que ça. Et c'est la partie la plus compliquée à réaliser, à prévoir et à construire, et qui est la partie dont dépend toute la solidité de votre plan financier. La partie des coûts, elle est plus simple puisqu'elle est plus mécanique. Donc, sur le chiffre d'affaires, quelles vont être les sources? Je me suis attaché à vous mettre les sources à chaque fois pour que ce ne soit pas de la théorie, hein. Donc, le volume des ventes, ça ne va pas tomber du ciel. Le volume des ventes, il va venir de l'approche dont on a parlé déjà. Vous partez du marché en top-down et vous descendez avec votre part de marché vers votre chiffre d'affaires, ou vous allez en bottom-up à partir du nombre de consommateurs et de clients que vous allez atteindre, multiplié par les actes d'achat, vous allez atteindre votre chiffre d'affaires. C'est ce qui va vous permettre de savoir le volume, le nombre de ventes, d'unités de vente que vous allez réaliser, que ce soit en biens ou en services, hein. Le nombre d'études, le nombre de conseils ou le nombre si vous êtes dans des biens de consommation, que vous vendez des vêtements, je sais pas, le nombre de pantalons que vous allez vendre. Après, il faudra déterminer le prix. Et donc, le prix, il faut le déterminer par circuit et par produit. Vous allez avoir une gamme, vous allez avoir des prix d'entrée de gamme, des prix de premium, et vous allez avoir aussi par circuit des prix qui peuvent être différents, et surtout des marges de clients qui vont être différentes. Si vous allez en B2B, où il faut laisser une marge aux clients, je donne un exemple, si on reprend l'exemple des textiles et que vous voulez vendre aux Galeries Lafayette, que vous êtes dans des textiles éco-responsables, là, il va falloir laisser une marge aux Galeries Lafayette. Si vous le vendez en B2C directement sur votre site online, là, vous n'avez pas de marge client intermédiaire, hein. Donc, il faut savoir dans quel circuit vous allez le vendre, hein. Et je vais vous montrer un petit exemple là-dessus sur volume multiplié par prix, simplifié au maximum. Deuxième partie, le compte de résultat prévisionnel. Donc, une fois qu'on a le chiffre d'affaires, maintenant, on a tous les coûts qui vont se dérouler. Le coût des produits vendus, ça va être le coût unitaire de votre production. Et ça, quelle va être la source? Ça va être les devis que vous allez obtenir de vos fournisseurs de matières premières, de vos fournisseurs de production, donc les sous-traitants qui vont produire pour vous, en supposant que vous avez un bien de consommation. Si c'est des services, ce coût peut être zéro, puisque ce sera uniquement la partie que vous allez mettre, vos salaires, en fait, si vous êtes en service. Donc, il n'y aura pas de coût de produit vendu. Voilà sur la partie coûts de produits vendus. Après, il y aura on va descendre les coûts marketing et commerciaux. C'est la source avec votre plan marketing et commercial. Combien de médias, combien de promos, combien d'études de marché vous allez mettre. Les coûts salariaux, c'est les équivalents temps plein, donc les personnes physiques qui vont travailler pour votre société, multipliés par leur salaire plus charge. Et là, c'est votre plan de ressources qui va vous permettre de le déterminer. Vous allez faire un plan de ressources en fonction de vos besoins, front office, back office, acquisition client, comme on vient de voir. Les coûts généraux, il ne faut pas les oublier, c'est tout simplement la licence, les autorisations, les loyers pour payer vos bureaux, les logiciels. Et là, ça va être le devis de l'ensemble de vos fournisseurs pour qu'ils vont vous fournir vos licences, vos autorisations, vous louer les bureaux, etc. Et les immobilisations et les amortissements, donc ça, si vous êtes dans un modèle où vous avez besoin d'équipement pour démarrer votre activité, ça peut être un véhicule, une voiture, ça peut être du mobilier, ça peut être de l'équipement informatique, et aussi la durée de vie de ces équipements qui va vous permettre de les amortir. Donc avec tous ces éléments-là, vous avez déjà une prévision de chiffre d'affaires, une prévision de profit. Le compte de résultat va vous amener à la ligne profit. De là, on va démarrer sur une prévision de trésor, c'est-à-dire l'argent à la banque, avec un tableau de besoins en fonds de roulement. L'essentiel dans le besoin en fonds de roulement, ça va être de déterminer quels sont le délai d'encaissement de vos clients et le délai de paiement de vos fournisseurs et le nombre de jours que vous les mettez en stock, et je vais vous montrer un exemple. À la fin, on va finir aussi par un prêt et un tableau d'amortissement. Si vous allez emprunter de l'argent, ça va vous coûter en intérêt et en remboursement en capital. Pour ça, il vous faudra un petit simulateur de prêt pour faire un tableau d'amortissement, ou bien faire la simulation avec votre banque si vous préférez. Et tout ça va aboutir à la prévision de trésorerie opérationnelle, d'investissement et de financement, qui est l'aboutissement final de cet atelier, c'est-à-dire quel sera votre apport en capital ou en levée de fonds pour faire marcher votre entreprise. Voilà, donc cette page est vraiment essentielle, hein, cette charte, la charte 8, c'est le récap de tout ce qu'on va voir, hein, dans l'heure qui suit.
Revenez dessus hein, si vous voulez regarder un Ouais, peu le… Georges, petite question de vocabulaire pour bien clarifier les choses. La question de Théophile. Votre prévision de trésorerie en trois parties correspond bien à un free cash flow statement pour moi. Vous êtes d'accord? Question de Théophile. Ça peut être un free cash flow statement. En tout cas, il y aura trois sources de cash flow, hein, les sources opérationnelles, les sources d'investissement et les sources de financement. Et cette façon de regarder avec la trésor, le cash opérationnel, investissement, financement, c'est la façon la plus utilisée aujourd'hui par les investisseurs pour regarder vos flux de trésorerie. Donc, je vous invite à l'utiliser. Ce sont des tableaux que j'ai moi-même utilisés en direction financière. Donc, j'essaie d'être le plus concret possible, pas vous donner des tableaux théoriques, mais des choses qui sont réellement utilisées sur le marché. Voilà. Si on commence par le chiffre d'affaires, donc on a dit les sources, ça va être le volume et le prix. Donc, si on reprend notre exemple d'un bien de consommation, supposons que le prix consommateur pour la vente de notre jean éco-responsable est de 100 euros par unité. Et supposons que votre analyse top-down et bottom-up du marché vous a amené à prévoir des ventes de 7800 jeans en année 1 qui vont s'élever jusqu'à 50 000 pantalons en année 5. Hein. Donc, à partir de là, comment vous allez prévoir votre chiffre d'affaires? Si votre prix de vente est de 100 euros et que vous espérez l'augmenter de 2% par an, c'est une théorie, hein, on peut mettre zéro. Quel va être votre chiffre d'affaires? Il va falloir donc de ce prix enlever la TVA que vous allez devoir reverser à l'État et enlever la marge du client si vous êtes en B2B. Donc, si vous allez le vendre à travers les Galeries Lafayette, on peut prendre une hypothèse de marge client. J'ai mis ici 30% pour un exemple théorique. Ça va varier entre 10 et 30% la marge client. Donc, il faut laisser une marge à votre client. Et si vous voulez savoir quel est le vrai chiffre, il faut aller sur le terrain et faire un test de vente avec vos futurs clients et voir à quelles conditions vous allez pouvoir négocier votre référencement chez ces clients. Donc, du 100 euros que paye le consommateur final, il vous restera 64. 20% partiront en TVA, 30% partiront en marge client si vous êtes en B2B. Si vous êtes en B2C, sur votre site online, les 30%, vous les économisez. Mais vous aurez plus de coûts puisqu'il va falloir vous-même maintenir le site et le développer. Donc, du coup, le chiffre d'affaires prévisionnel, ce sera le nombre d'unités vendues qui va venir de vos études de marché, multiplié par le prix net, donc le prix après TVA et après marge client. C'est comme ça que vous allez pouvoir projeter votre chiffre d'affaires. Dans cet exemple totalement théorique, il y aura un chiffre d'affaires de 500 000 euros en année 1 et de 3,5 millions en année 5. Voilà. Il n'y a pas de formule magique hein, pour le prix, pour déterminer le prix. Donc, souvent, c'est la question des startups. Il faut aller sur le terrain. Ça vient le prix, c'est la combinaison de la connaissance du consommateur, du client, de la concurrence. Il y a d'autres personnes qui vendent à 80 euros et que vous amenez une qualité moindre et que vous espérez la vendre à 100, ça ne se vendra pas. Donc, connaissance du client, du consommateur, de la concurrence, et enfin, aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain, essayer de tester la vente de votre produit pour savoir à quelle marge et combien il vous restera en net en chiffre d'affaires. Voilà, il n'y a pas de formule magique. Hein. Voilà pour le chiffre d'affaires, c'est la ligne la plus importante. J'insiste, hein, c'est vraiment, si votre prévision de chiffre d'affaires est robuste, tout le reste va en découler. Hein. Donc, on passe au compte de résultat. Là, sur le compte de résultat, donc, on va avoir un compte de résultat classique, hein, tel qu'on peut le voir, avec les différents soldes intermédiaires de gestion que vous voyez dans la plupart des comptes de résultat. Sur un compte de résultat classique, vous allez avoir la première ligne, c'est le chiffre d'affaires, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, les 500 millions qui deviennent 3,5 millions en année 5, et tout le reste, ça va être des coûts. Donc, il y a un seul cash-in, c'est le chiffre d'affaires. Hein. Tout le reste, ça va être du cash-out. Donc, le coût des produits vendus, ça va dépendre de votre devis fournisseur de matières premières, production et logistique. Donc, dans ce cas théorique, si on est en train de vendre à 100 euros, il nous restait 64, rappelez-vous, en net-net. Le prix de production ou le coût de production théorique tel que je l'ai imaginé ici, j'ai pris pour simplifier, hein,
40% du chiffre d'affaires. Donc, grosso modo, on a un coût de production de 25 euros par unité. Donc, 25 euros par unité multiplié par les unités vendues, ça nous donne le coût de la production vendue. Et ces 25 euros par unité, ce sera la somme des devis que vous allez recevoir de votre fournisseur de matières premières, votre fournisseur de votre atelier de production et vos fournisseurs de logistique pour l'entreposage et la livraison. Donc, ce qu'il y a dans cette ligne, c'est vos matières premières, votre production, votre entreposage et votre livraison. Voilà. Quand on enlève, on fait la soustraction du chiffre d'affaires moins le coût des produits vendus, on arrive à la première ligne de profitabilité ou de rentabilité, qui est la marge brute, qui est un élément très important, un des indicateurs qu'il faut suivre et que les investisseurs vont regarder, certainement. Donc, dans notre cas théorique, on est à 60% de marge brute. De là vont arriver tous les frais fixes, donc que j'ai simplifié au maximum en les coûts marketing. Les coûts marketing, c'est votre plan marketing et commercial. Et je vais vous donner un exemple dans les charts suivantes de à quoi ça ressemble. Les coûts salariaux, donc qui viennent de votre plan source, en déterminant ce que vous allez avoir besoin comme ressources, donc comme équivalent temps plein, en front office, back office et acquisition client. Et les frais généraux qui vont être tout simplement les devis fournisseurs que vous allez avoir pour louer vos bureaux, etc., dont j'ai déjà parlé. Donc, avec ces 4 éléments de coût, vous arrivez à votre excédent brut d'exploitation, qui est votre première ligne de profit. Donc, votre profit avant amortissement, en fait. Et là, on voit qu'on est en fait avec un profit négatif en 2021, négatif on est presque au point mort en 2022, et puis on atteint des profits positifs sur les années suivantes. Donc, vraiment, on arrive sur la première ligne de profit d'excédent brut d'exploitation. De là, on va continuer, et je vais d'ailleurs détailler chacune de ces lignes dans la suite de la présentation. De là, on va enlever les amortissements de vos investissements. Donc, supposons que votre business nécessite un achat de véhicule ou un achat de mobilier. Vous n'allez pas imputer sur votre compte de résultat l'achat de la voiture, les 20 000 euros, mais l'amortissement uniquement de la voiture, qui va être simplement le coût de la voiture divisé par sa durée de vie. Donc, ce n'est pas un élément, comme vous le voyez, de trésorerie. Ce que vous allez décaisser, en réalité, ça va être les 20 000 euros pour acheter la voiture, mais en l'amortissant sur plusieurs années, vous allez avoir 4 583 euros d'amortissement, et je vais faire le détail dans une autre charte. Ça vous a votre résultat d'exploitation, ligne très essentielle que vous voyez dans la plupart des comptes publiés. Si vous regardez dans les sociétés du CAC 40, dans leur rapport annuel, ils vont publier leurs résultats d'exploitation tous les trimestres et une fois par an. De là, vous allez commencer à enlever les charges financières. Donc, supposons que vous avez emprunté pour financer votre activité. Vous avez emprunté 250 000 euros et que vous devez donc rembourser en intérêt 12 000 euros, 10 à 12 000 euros. Vous allez enlever ça comme des charges financières. Ça vous donne finalement votre résultat avant impôt. De ça, vous enlevez l'impôt sur les sociétés, 28, 26, 25%. Et du coup, vous arrivez à votre résultat net. Donc ça va vous donner une vue de quelle va être la valeur économique que va générer votre business. Et c'est un tableau essentiel pour les investisseurs pour dire, voilà, si je regarde cette activité, en année 5, si je crois à la solidité du plan, elle va générer 638 000 euros de profit par an. Donc, si c'est pérenne et que je peux les projeter en perpétuité, je suis prêt à payer pour cette activité un multiplicateur, disons, entre 5 et 15 fois le profit. Donc, si on dit 10 fois le profit en moyenne, cette activité, elle va vouloir, pour un investisseur, en prix, en valeur d'acquisition, on va dire, si vous la revendez en 2025, à peu près 6 millions d'euros. Voilà à quoi sert le compte de résultats prévisionnels. Maintenant, si vous voulez regarder plus en détail chacune des lignes, donc, j'ai donné un exemple là sur L'Oréal. C'est bien de cette manière-là que sont présentés les comptes de résultats de la plupart des sociétés. Donc, vous voyez bien, L'Oréal, il présente un chiffre d'affaires, un coût des ventes, une marge brute, exactement ce que je viens de vous montrer, pour arriver après à un résultat d'exploitation qui est de 4 922 000 que vous voyez ici. Le REX qu'on a vu dans la charte précédente, je le compare à notre exemple.
Donc, ce n'est pas de la théorie, c'est réellement comme ça que les plans financiers, que les comptes de résultats sont présentés. Voilà. Donc, si on fait un zoom sur chacune des lignes, hein, je vais essayer de vous donner des exemples de rubriques pour vous aider à les bâtir tout seul, hein, sans l'aide de votre expert comptable. Hein. Si vous êtes à court d'idées et que vous n'arrivez pas à le faire, faites-vous aider par un expert comptable. Hein. Mais si on prend le coût marketing et commerciaux, donc c'est qui sont le plan marketing et commercial, les exemples de rubriques de dépenses que vous allez avoir derrière, ça va être les études de marché, on en a parlé la dernière fois, c'est très difficile d'avoir des études de marché gratuites, je vous donnerai l'exemple de quelques-unes, mais quand vous voulez des études vraiment de très bonne qualité, il va falloir payer. Ça va vous permettre de savoir quelle part vous pouvez prendre du gâteau et comment se situent vos concurrents, à quel prix, quelle a été leur évolution. Et le reste, ça va être des dépenses donc, qui vont dépendre de votre plan de médias, votre plan de communication et votre plan promotionnel. Ça peut être une campagne de lancement, ça peut être du marketing digital sur Facebook et Insta, ça peut être des médias traditionnels à la télé, à la radio, ça peut être du matériel promotionnel que vous allez mettre en avant pour encourager les ventes de votre produit. Donc réfléchissez à ce plan et en fonction de vos investissements dans ce plan, évidemment, plus vous investissez, plus vous allez accélérer les ventes. Donc, vous pouvez espérer atteindre plus de top line, enfin, vous pouvez faire croître le chiffre d'affaires en investissant plus, ou si vous estimez que vous voulez démarrer très petit et vous être en capacité d'autofinancement positive et ne pas investir énormément, vous mettrez plus longtemps peut-être à atteindre les 600 000 ou 700 000 de profits qu'on a montré, mais c'est aussi une autre stratégie. C'est à vous de mesurer combien vous allez investir en marketing par rapport à combien vous allez accélérer le chiffre d'affaires. Hein. Ce sont des idées hein, de rubriques. Hein. Ce n'est pas exhaustif, hein, évidemment. Sur le salaire, donc le salaire, la partie salaire, c'est d'abord votre plan de ressources. Donc dans mon exemple théorique, j'ai pris 10 personnes en année 1, et après un recrutement de 1 personne par an qui nous amène à 14 personnes en année 5. Ce plan va dépendre vraiment de ce dont vous avez besoin pour développer le marché. Donc on revient à le coût d'acquisition client, le nombre de business developers que vous allez recruter au fur et à mesure que votre business grandit. De ce nombre, donc c'est ce chiffre qui est le plus important à déterminer, le nombre de personnes que vous allez recruter. Après, ça devient mécanique, vous multipliez par les salaires plus les charges. Donc, vous connaissez les salaires bruts qui sont pratiqués sur le marché pour ces métiers. Vous rajoutez les charges patronales, puisque vous êtes employeur dans ce cas-là, donc ils vont être de l'ordre de 45%, et vous arrivez à votre salaire et charges de manière simple. Si vous voulez le détail après, pour aller dans un détail de tous les éléments qui rentrent dans les salaires et les charges sociales et les charges patronales et les charges de sécurité sociale, là, il faudrait avoir recours à un expert comptable qui va pouvoir vous détailler tout ça et qui va vous faire une paye détaillée. Hein. Voilà. Donc, on reste là-dessus. Alors, ne pas oublier, il n'y a pas que les salaires, il y a aussi le recrutement. Donc, si vous voulez attirer les meilleurs et il faut former les gens, il faut aussi prévoir un budget pour recruter, pour former. Il faut aussi prévoir un budget pour vos notes de frais, vos déplacements, vos réunions. Une équipe, je veux dire, le succès de votre entreprise, ça va être le succès de votre équipe. Et une bonne équipe, c'est une équipe motivée et qui est soudée. Donc, pour souder une équipe et pour la motiver, vous, en tant que chef d'entreprise, il va falloir prévoir des réunions pour partager la stratégie et créer en fait une culture d'entreprise. Donc, ce n'est pas un superflu. Hein. On ne peut pas manager une équipe qui va réussir, qui va être 100% engagée, sans prévoir un budget de formation et un budget de développement, déplacement, réunion. Aussi, il faut participer à plein d'événements. Donc, n'oubliez pas cela quand vous êtes en démarrage. Et ça coûte de l'argent. Donc, ça fait partie des déplacements. Voilà pour les salaires. Sur les frais généraux, alors les tickets restaurants, je viens de voir la question qui a pop-upé. Oui, enfin, on peut rajouter les tickets restaurants. Ça va venir dans la partie déplacement. Donc, c'est les frais généraux. Mais quand vous êtes en train de faire un plan à plusieurs années, il faut faire
et c'est là que ça vous oblige à ne plus regarder le détail. Il faut vous obliger à prendre du recul et dire, moi, sur une année, à combien d'événements je vais participer? 5. Chaque événement va me coûter en déplacement 1 000 euros, 5 000. Nous sommes 10 dans l'entreprise. S'il y en a 10 qui participent, ça fera 50 000. C'est peut-être ingérable pour la société. Donc, on va participer peut-être à 3 événements. C'est comme ça que je ferai ça plutôt que de remonter note de frais par note de frais. Il faut réfléchir sur votre plan global. Donc, les frais généraux, c'est des exemples de rubriques. Là, c'est vraiment très mécanique. Vous regardez le nombre de licences que vous devez acheter, si vous êtes dans un business qui est réglementé, des autorisations, les assurances. Aussi pour vos bureaux, il faut payer les loyers, ou si vous êtes dans un incubateur, vous pouvez peut-être avoir des loyers qui peuvent être plus intéressants. Aussi les frais d'accès au cloud, Internet, le téléphone, l'électricité, ne pas oublier, la sécurité, le nettoyage, tout ça, ça existe. Et donc, ça nécessite d'être budgété pour ne pas avoir des surprises. C'est des petits montants, mais quand ils se rajoutent, ça peut vous faire des surprises. Donc, réfléchissez à toutes ces petites dépenses et aussi aux dépenses de pré-lancement. Ne pas oublier ces dépenses-là. Donc, c'est quoi les dépenses de pré-lancement? Ce sont les dépenses que vous allez engager avant de commencer le démarrage de l'activité. Donc, c'est typiquement l'enregistrement de votre société, la protection de votre propriété intellectuelle, le dépôt de garantie avant de louer votre bureau. Donc, pensez à toutes ces choses-là. Ça peut se chiffrer entre 8 et 10 000 euros pour démarrer, parfois beaucoup plus, dépendamment de combien vous voulez faire en pré-lancement. Surtout sur la partie médias et communication de pré-lancement, là, vous pouvez donner libre cours à votre imagination. Encore une fois, quand vous les remettez dans le plan global et que vous prenez du recul, vous allez voir ce que vous allez réellement pouvoir vous payer et ce qui devient de l'ordre du gaspillage. L'immobilisation, donc on en a parlé tout à l'heure, la ligne IMO, d'où elle sort, encore une fois, c'est pas de la science infuse, c'est vous qui allez réfléchir à vos besoins en équipement. Donc dans cet exemple pratique, vous avez besoin d'une voiture, 10 000 euros, du mobilier de bureau pour pouvoir meubler, et puis des équipements informatiques parce qu'il va falloir équiper vos 10 personnes en stations très performantes. Donc, dans cet exemple pratique, j'ai pris 10 000 euros de véhicule, 5 000 de mobilier et 5 000 d'équipements informatiques. Vous pouvez choisir d'autres chiffres, vous mettez vos besoins. Après, vous prenez la durée de vie de ces équipements, donc 8 ans pour un véhicule, 3 ans pour du mobilier, 3 ans pour l'équipement informatique. Ça, votre expert comptable va pouvoir vous dire exactement quelle est la durée d'amortissement qui est autorisée dans le plan comptable général. Et donc, ça vous permet de savoir que sur votre investissement, qui est dans notre cas théorique 20 000 euros, vous allez amortir 1 250 de voitures, 1 600 de mobilier et 1 600 d'amortissement. C'est ce qui vous amène au fameux 4 183 euros d'amortissement qu'on a vu, qui sont tombés dans le compte de résultat. Voilà, donc c'est une façon très simple encore de le faire. Je vais vous proposer à la fin aussi des tableaux Excel gratuits auxquels vous pouvez accéder sur Internet qui vous permettent de faire tout ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a atteint le compte de résultat, là, vous êtes vraiment à la moitié du chemin. Vous avez fait le plus difficile. Ça vous permet de savoir que vous êtes profitable, vous avez une activité qui a de l'avenir. Et donc, vous pouvez maintenant passer à la partie trésorerie, qui est combien vous, en tant que fondateur, vous allez devoir mettre en capital et combien vous allez aller lever en capitaux pour pouvoir financer en fait toute cette activité. Donc là, ça va devenir un peu technique. Donc voilà, un peu. Alors oui, leasing et amortissement. Je viens de voir la question. La question c'est est-ce que c'est judicieux d'utiliser des leasings ou plutôt que de posséder les équipements? Donc je reviens en arrière. Oui, ça peut être intéressant dans la mesure où si vous êtes en leasing, en fait, vous allez uniquement payer une mensualité qui contiendra donc une part de ce capital et aussi la marge du leaser. Donc ça va vous coûter plus cher au final parce que vous allez payer pas seulement la voiture, mais la voiture plus la marge de Arval ou je ne sais pas qui va vous faire le leasing de la voiture. Donc ça, au lieu de vous coûter 1 250, ça vous coûtera 1 250 plus la marge d'Arval, mais ça vous économisera la dépense, le décaissement des 10 000 euros en année 1.
Voilà l'avantage du leasing, hein. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, je continue. Alors là, ça va devenir, donc on va rentrer dans le cœur du réacteur. C'est quelle va être votre prévision en cash. Donc, revenons 2 secondes sur le compte de résultat qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a une société qui génère 3,5 millions de chiffre d'affaires, un profit après impôt de 600 000 euros, on va dire, en année 5. Hein. Qu'est-ce qui va tomber dans votre compte en banque, en cash, par rapport à ce qui tombe dans votre compte de résultat en profit? Quelle est la différence, en fait, hein? Si vous regardez les 2 premières lignes, excédent brut d'amortissement, d'exploitation et les amortissements, donc si vous regardez même la première ligne, le chiffre d'affaires que vous allez vendre, les 500 000 euros en année 1, vous n'allez pas encaisser 500 000 euros. Ça, c'est une notion très importante, hein. Écoutez-moi bien, c'est vraiment la notion la plus importante peut-être de l'atelier. Donc, les 500 000 euros que vous allez vendre vont être vraiment 500 000 euros de chiffre d'affaires que vous allez compter dans votre chiffre d'affaires, mais vous n'allez pas encaisser 500 000. Vous allez encaisser 500 000 moins la partie du chiffre d'affaires que vous n'avez pas encore encaissé réellement de votre client, dépendamment du délai d'encaissement que vous avez avec vos clients. Donc, si vos délais sont les clients vous payent à 30 jours fin de mois et que vous les facturez durant tout le mois, vous allez attendre en moyenne 15 plus 30, 45 jours pour être payé. Donc, si vous avez facturé 500 000 euros pendant l'année, vous allez avoir 500 000 euros sur 365 jours de facturation, mais en encaissement, vous allez avoir 45 jours de moins. Donc, vous n'aurez pas 500 000 euros d'encaissement. Voilà, c'est ça la notion du besoin en fonds de roulement et donc de la partie créance client. On peut faire exactement le même raisonnement sur le coût des produits vendus. C'est les facturations que les fournisseurs vont vous facturer 200 000 euros pour fabriquer vos jeans, mais vous n'allez pas payer 200 000 euros. Vous allez payer 200 000 moins le délai de paiement que vous a accordé l'atelier de fabrication. Supposons que c'est 30 jours fin de mois, donc 45 jours en moyenne. Vous allez aussi avoir 45 jours de coûts de produits vendus, donc d'achat de produits qui ne vous seront pas facturés. C'est ça la grosse différence entre le profit et la trésor. Donc, on va passer maintenant réellement à comment ça se traduit dans les chiffres. Donc, ce qui est entouré en rouge, l'excédent brut d'exploitation et l'amortissement, il va falloir le corriger par ces délais de paiement que je viens de vous expliquer, le délai d'encaissement des clients, qui est dans la ligne chiffre d'affaires, le délai de paiement des fournisseurs, qui est dans la ligne coût de produits vendus, et la quantité de stock que vous allez devoir stocker au départ avant de la vendre. Donc, ces 2 lignes, il va falloir les corriger. Le profit, on va le corriger avec les délais. Et l'amortissement, on va l'éliminer. On va remettre le capital, les 10 000 euros de la voiture. Si je reprends l'exemple dont on parlait tout à l'heure, vous allez décaisser 10 000 euros. Vous n'allez pas décaisser 4 800, qui est l'amortissement. Donc, ces 2 lignes nécessitent une correction pour avoir le vrai impact sur votre compte en banque, trésorerie. Le reste, c'est vraiment des flux qui vont arriver en cash. Donc, la partie intérêt que vous allez payer à la banque, vous allez le retrouver dans les flux de trésorerie et l'impôt sur les sociétés aussi, vous allez le payer à l'État et donc vous allez le retrouver dans les flux de trésorerie. Donc, on passe aux prévisions de cash. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc, d'abord, pour qu'on puisse faire des prévisions de cash, il nous faut un besoin en fonds de roulement. Donc, on a dit, dans l'exemple théorique de 500 000 euros de chiffre d'affaires, pour simplifier, j'ai considéré j'ai fait les hypothèses suivantes de délai de décaissement client, paiement fournisseur et nombre de jours de stock. J'ai fait l'hypothèse qu'on va être encaisser nos clients à 30 jours fin de mois, payer nos fournisseurs à 30 jours fin de mois, et j'ai pris une hypothèse que vous allez devoir construire un mois de stock avant votre activité. Si c'est le cas pour cette entreprise, on va se retrouver avec 45 jours de chiffre d'affaires pour lesquels on ne va pas encaisser, donc 73 000 euros. Donc on ne va pas encaisser les 600 000 euros, les 500 000 euros plus 20% de TVA, mais on va avoir 73 000 euros qu'on n'encaissera pas durant l'année. Pareil pour les dettes fournisseurs qui viennent donc les 30 jours fin de mois que vous avez, qui sont en attente de paiement pour vos fournisseurs, vous n'allez pas les payer, donc vous allez gagner 29 000 euros. Et les 30 jours de stock qu'il va falloir constituer au départ vont vous coûter 16 000 euros. Donc, c'est des jours très importants, ces 3 hypothèses qui vont vous permettre de savoir que
pour démarrer cette activité. En année 1, vous allez attendre, il y aura 73 000 euros de chiffre d'affaires que vous n'encaisserez pas, 29 000 euros de coût de produits vendus que vous ne payerez pas, mais 16 000 euros aussi de stock qu'il va falloir constituer. Donc, en poursuivant le raisonnement, ça vous amène à faire votre prévision de trésorerie, qui sera donc votre profit qu'on a vu avant, donc l'excédent brut d'exploitation, qui était moins 379, mais auquel il va falloir rajouter vos besoins votre chiffre d'affaires et vos dépenses que vous n'avez pas encore encaissées ou pas encore payées. Donc, votre variation de besoins en fonds de roulement. Là, dans l'exemple théorique, donc au lieu de 379 de besoins en cash, on va avoir 379 qui sont générés par le business, mais aussi les 73 qu'on n'a pas encaissés, les 16 000 de stocks qu'on a constitués et les 29 de paiements fournisseurs qu'on n'a pas encore payés. Voilà. Donc, en faisant cette correction, après le reste, ce sont des flux directs. Vous payez les intérêts à la banque pour le prêt, ça vous donne en fait votre trésorerie qui va venir des opérations. Donc ça, c'est la présentation de la trésor partie, trésor opérationnel, trésor d'investissement et trésor de financement. Une fois que vous avez cette trésor opérationnelle, donc vous avez les besoins de 450 000 euros, en partant d'un compte en banque de zéro, vous êtes déjà à moins 450, il faudra rajouter les investissements, les 20 000 euros qu'on a vus de voitures et d'équipements. Et donc, ça vous amènera à moins 20. Donc, pour démarrer cette activité, 450 et 20, il va vous falloir mettre en capital au moins 470 000 euros. Et si vous voulez rester avec un compte en banque à peu près positif, que j'ai essayé de viser 30 000 euros, donc là, dans mon cas théorique, 28 000 euros, il va vous falloir investir en apport, en capital, 270 plus 250. Alors là, vous choisissez après où vous allez chercher cet argent. Là, dans mon exemple théorique, j'ai pris comme exemple que vous mettrez 270 en apport en capital, vous allez l'amener vous-même en tant que fondateur, et vous irez emprunter à la banque 250 000 euros. Voilà. Si on continue la projection, l'année 2 aussi, comme on est en perte de 24 000 euros, comme on doit encore augmenter nos besoins en fonds de roulement puisqu'on a encore plus de ventes, on va se retrouver avec des besoins supplémentaires de 120 000 euros. Donc, en réalité, pour pouvoir continuer l'activité en année 2, il va falloir remettre 130 000 euros dans cette société, ce qui nous permettra d'arriver à un compte en banque positif de 16 000 euros en fin d'année 2. Et ce n'est qu'à partir de l'année 3 que cette activité devient en capacité d'autofinancement positive. C'est-à-dire que le profit que vous générez, 330 000 euros, moins l'augmentation du besoin en fonds de roulement, puisque l'activité augmente, va vous générer, moins les impôts, moins les intérêts que vous payez, va vous générer un solde positif. Donc là, chaque année, à partir de l'année 3, le business lui-même va générer 140 000 euros de cash, 396 000 euros, jusqu'à presque 600 000 euros de cash. Donc là, ça devient vraiment une machine à cash, votre business, et ça devient, vous voyez votre trésorerie qui commence à augmenter. Et là, votre problème, ça ne va pas être d'aller lever des fonds, mais de trouver le meilleur placement pour cet argent-là. Est-ce que vous allez acheter un concurrent? Est-ce que vous allez placer ça en argent, en placement financier à la banque? Voilà, donc l'essentiel, c'est en partant de votre profit, plus votre besoin en fonds de roulement, vous allez déterminer combien vous allez devoir investir en capital pour maintenir ce business à flot et maintenir le compte en banque, la trésorerie, toujours positive. Voilà, donc j'arrête là-dessus. J'ai un tableau d'amortissement si ça vous intéresse. Donc les 250 000 euros qu'on a pris comme hypothèse de prêt à la banque, vous prenez un simulateur de prêt avec un tableau d'amortissement que je pourrais vous envoyer pour ceux qui sont intéressés, ou vous faites tout simplement la simulation avec votre banque. Ça vous permet de savoir que pour 250 000 euros empruntés à un taux de 5% et remboursé sur 10 ans en prêt amortissable, ça vous coûterait en intérêt 12 000 euros par an et ça vous coûterait en remboursement de capital 19 000 euros en année 1. Et donc ça, c'est mécanique, c'est des simulateurs d'amortissement. Oui, Sylvie, pas de souci, je l'enverrai. Vous l'aurez via Juliette, le tableau d'amortissement.
Voilà, donc avec ça, en fait, on a fini hein, la partie financière. Hein. Donc là, j'ai des cadeaux pour vous suite aux questions que vous m'avez posées la semaine dernière. Donc, je vous ai préparé des sources d'études de marché. Donc, il y a deux sources d'études de marché qui sont à des prix abordables. Hein. Donc, vous verrez combien c'est exactement avec donc il y a les sources qui viennent de la BPI, ils appellent ça les dossiers projecteurs. Donc, je vous ai mis le lien, vous cliquez dessus et vous allez tomber sur ces dossiers projecteurs. Et il y a aussi des sources à partir de l'ordre des experts comptables qui font des études sectorielles sur plein de secteurs, hein, le prêt-à-porter, les restaurants. Pour la BPI, vous allez trouver des choses sur l'habillement, sur l'agence immobilière, sur les cavistes, si vous voulez vous lancer dans le vin ou dans les produits dérivés de vin. Et donc, quand vous allez cliquer sur ces liens, vous allez tomber sur les pages suivantes. Donc là, je vais devoir switcher pour vous partager mon écran. Je demande 30 secondes. Donc, partage d'écran. Là, vous allez voir un écran bizarre et après, je vais reprendre la main. Donc, quand vous cliquez sur la BPI, vous allez avoir tous les dossiers projecteurs. Donc, et là, si vous cliquez dessus, vous voyez celui-là, il est à 16 € pour l'habillement. C'est tout à fait abordable, on va dire. Hein. Et vous en avez beaucoup. Donc, vous avez le bio, les loisirs créatifs, etc., le commerce d'alimentation générale. Quand vous allez cliquer sur le lien pour l'ordre des experts comptables, là, vous avez des analyses sectorielles. Et donc, vous avez un abonnement à 225 € pour 26 analyses sectorielles. Hein. Et là, ils sont classés par ordre alphabétique, hein, entre administrateurs de biens, agences de voyage, antiquités, bijouterie, etc. Café, tabac, restaurant, ça peut être très intéressant selon votre business. Ça peut être intéressant pour votre business, ça peut aussi être intéressant pour votre prévision de clients, en fait, hein, parce que ça vous permet de mieux connaître vos clients. Donc, j'arrête le partage et je reviens sur mon fichier. Hop, en 30 secondes, le temps que ça recharge. Voilà. Donc, ce n'est pas très, très facile hein, de naviguer entre les deux. Donc, on en était là, les sources d'études de marché. Je vous fais aussi un autre petit cadeau, c'est les modèles financiers gratuits. Donc, les modèles financiers que vous voyez, les fichiers Excel, ce sont les miens. Et ceux-là, je ne les partage pas dans la mesure où c'est pas des modèles professionnels. Hein, ils ne contiennent pas la TVA, ils contiennent c'est vraiment des raccourcis. Hein. Je les utilise avec les étudiants au master entrepreneuriat à l'EDEC. Donc, si vous allez au master entrepreneuriat à l'EDEC, et que je serai votre coach finance, je pourrai les partager avec vous parce que ça nécessite, on va dire, une maintenance. Hein. C'est très manuel comme fichier et il faut savoir les utiliser pour ne pas faire d'erreur. Si vous voulez des fichiers totalement automatisés dans lesquels il n'y a pas d'omissions, qui sont totalement exhaustifs, vous pouvez aller sur fizi.fr. Vous avez le lien, vous aurez le lien et vous allez avoir donc des prévisions sur le compte de résultats, les prévisions de trésorerie et aussi le bilan. Voilà, donc je vous laisse le lien, vous pourrez aller essayer de les utiliser. Si vous arrivez à lire, même si c'est très petit, mais c'est à peu près la même structure que ce que je viens de vous montrer. Hein. Chiffre d'affaires, moins les achats égale marge brute, moins les charges égale la valeur ajoutée, etc. Donc on se retrouve toujours dans les mêmes structures de compte de résultats. Voilà, donc ça c'est mes deux cadeaux en termes de liens pour vous y retrouver. Et là, je laisse la place aux questions. Merci de m'avoir écouté pendant 47 minutes. Je laisse la place aux questions pendant 10 minutes. Je vais essayer de les adresser au mieux, bon, sachant que parfois il y a des questions qui ne sont pas toujours évidentes parce que la finance, c'est un puits sans fin. Donc, je vais essayer d'en adresser le maximum. À vous. Alors, du coup, je vais prendre la main pour te poser les questions, Georges, ce qui te permettra de reprendre un petit peu ton souffle est hydraté un petit peu. Donc, Soraya nous demande, merci pour la présentation. Pouvez-vous nous l'envoyer? Donc, oui, tout à fait. Vendredi, j'enverrai par email via Eventbrite le PPT, le replay, le tableau d'amortissement dont on a parlé, ainsi qu'un lien Typeform pour que vous puissiez donner vos feedbacks à Georges. Donc, voici la question de Soraya. J'ai beaucoup de mal à prédire mon chiffre d'affaires. Je propose 3 services de coaching différents pour les entretiens.
3 prix différents et j'ai du mal à prédire le nombre de personnes qui seraient intéressées par le coaching. Je n'ai trouvé aucune information en ligne. Que faire? Je pense que il n'y a pas de recette magique, hein, Soraya. Il va falloir que tu détermines qui sont tes clients potentiels, hein. Il va falloir trouver un nombre de clients potentiels pour pouvoir multiplier le nombre de clients par le nombre de séances de coaching que vous allez faire. Donc, les clients, il faut savoir à qui s'adressent ces coachings. Si par exemple vous faites un coaching pour les établissements de santé pour aider à lutter contre le burn-out du personnel de santé, Dieu sait si on en a besoin en ce moment. Là, vous savez que votre marché, ça va être en priorité les hôpitaux. Dans les hôpitaux, vous savez combien de personnel il y a et donc en nombre d'hôpitaux, vous pouvez déterminer combien de nombre de séances de coaching vous pouvez faire. Si vous n'arrivez pas à mettre un vrai nombre de clients, contactez les hôpitaux et essayez de vendre une séance de coaching en faisant peut-être une première séance de coaching qui soit à un prix promotionnel, hein, et voyez avec le retour des clients quel va être le retour. S'ils ont un super retour sur votre séance de coaching, après vous allez pouvoir les interroger sur quels sont les besoins de leur équipe et combien de séances de coaching ils pourront faire par an. La réponse, elle est sur le terrain. Elle n'est pas dans des livres ou dans des. Enfin, il va falloir aller à la rencontre des clients ou des consommateurs, terrain, terrain, terrain. Donc, c'est un peu le principe de toutes les startups, hein. C'est bâtir quelque chose et le vendre, le vendre, le vendre. Allez essayer de vendre vos séances de coaching à vos futurs clients potentiels. Et c'est en parlant aux clients que vous allez pouvoir évaluer le nombre nécessaire, hein, Alors, le nombre de clients pour potentiels. compléter cette réponse, Amandine nous dit que l'étude de l'ICF, donc Global Coaching Study, vient de paraître. Il y a peut-être des informations par là. Donc voilà, Soraya, un petit tips de la part d'Amandine. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Georges? Profitez-en. Voilà, on a encore 10 minutes pour prendre le temps de répondre à vos questions. N'hésitez pas. En tout cas, merci à tous pour votre présence. C'est vrai que vous êtes restés jusqu'à la fin. Donc, vous êtes assidus. Vous étiez là la semaine dernière, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes là jusqu'à la fin. Et comme je le disais au tout début, on vous proposera une nouvelle date sur la partie juridique, donc sur les statuts juridiques et sur la levée de fonds avec un avocat qui s'appelle Serge et qui avait déjà fait un webinaire pendant le confinement. Alors, Caroline nous demande, merci pour la présentation. Le statut juridique que l'on choisit a un impact sur nos résultats financiers de la part de la fiscalité. Conseillez-vous de faire différentes simulations en fonction des statuts juridiques? Oui, absolument. C'est là que l'expert comptable sera vraiment très utile. Si on prend par exemple une société, une SAS ou bien une société où vous allez être en auto-entrepreneur, hein, si vous êtes dans le coaching par exemple, c'est sûr que les charges sociales et euh, la partie charge en fait est très différente, hein, selon à quel régime social vous êtes affilié. Donc là, en effet, on ne va pas le faire maintenant, hein, sinon on va passer une demi-heure là-dessus. Mais oui, Caroline, il faut se faire conseiller par votre expert comptable ou bien vous-même, vous faites les recherches. Il y a énormément d'informations qui sont sur les sites d'expertise comptable et les sites d'aide aux startups et simuler en effet vos charges qui peuvent être différentes et vos crédits d'impôt, vos avantages d'impôt selon la forme juridique que vous allez adopter pour votre société. Ceci dit, ce n'est pas ça qui va déterminer votre succès, hein. Ce qui va déterminer votre succès, c'est quand vous allez pouvoir prendre le recul, faire votre projection à plusieurs années et dire je pense que je vais pouvoir atteindre telle taille de business en chiffre d'affaires. Et vous allez avoir des coûts qui sont indépendants de la fiscalité. Et je pense que la fiscalité va jouer un rôle, mais ça ne va pas être le rôle déterminant. La partie charges sociales et les impôts ne va pas changer le fait que vous allez réussir ou pas. Donc, ce qui va changer, ce que vous allez réussir ou pas, c'est si vous allez pouvoir atteindre votre chiffre d'affaires et maîtriser vos coûts, que ce soit les coûts fixes ou les coûts marketing ou les coûts variables de production.
C'est vraiment là-dessus qu'il faut passer le temps, plus que sur les simulations de charges et d'impôts entre nous. Très bien, donc Caroline te remercie pour ta réponse et Claudia nous demande, en cette période particulière, quelle est votre position sur le rachat d'entreprise? Alors c'est une bonne question, Claudia, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a ça peut être une opportunité dans la mesure où il va y avoir beaucoup de sociétés qui vont avoir peut-être qui seront à la recherche d'un repreneur. Donc là, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est si vous vous lancez dans d'abord, il va y avoir deux types de rachats aujourd'hui. Ou bien vous êtes sur un secteur porteur, vous êtes sur les produits nettoyants, ou vous êtes sur le coaching du personnel de santé, je dis n'importe quoi. Là, vous êtes vraiment sur un business porteur. Il y a le marché, en fait, la crise a augmenté ces besoins-là. Ou bien vous êtes sur un marché qui est en difficulté. Ça va être l'hôtellerie, le tourisme, à titre d'exemple, ou les transports, encore très, très impactés par la crise. Là, dans ce cas-là, si vous allez acheter une entreprise dans l'hôtellerie, vous allez devoir tenir compte de l'impact de la crise. C'est-à-dire, ce que j'ai dit la dernière fois, je pense, je ne sais pas à qui j'ai donné cette réponse, mais il faudra prévoir le pourcentage de chiffre d'affaires, de chute de chiffre d'affaires que vous allez avoir et la durée de la crise. Donc, si vous souhaitez acheter un hôtel, il va falloir savoir pendant combien de temps vous allez avoir une perte de chiffre d'affaires par rapport à aujourd'hui. Donc, si on dit par exemple 30% de chute de chiffre d'affaires sur une période de 6 à 1 an, 6 mois à 1 an. Ce qu'on entend par exemple aujourd'hui, c'est que même si le vaccin va sortir peut-être en fin de trimestre, en fin d'année, ne serait-ce que la durée de vaccination, elle va durer surtout le premier semestre 2021. Donc, on ne sera pas sorti de la crise avant le deuxième semestre de 2021. Ça, c'est scénario 1. Scénario 2, la durée de vaccination va durer plus longtemps. On sera sorti de crise totalement en premier semestre 2022. Donc, vous pouvez faire des hypothèses comme ça avec une chute de chiffre d'affaires de 30%, par exemple, sur 6 mois ou sur 12 mois, avant de racheter. Très bien. Alors, peut-être la dernière question pour aujourd'hui. Donc, Claudia te remercie, Georges. On a une question de Jean-Guillaume. Alors, vous avez moyenné le délai crédit client sur 1 an, soit dans l'exemple 600 000 fois 45 sur 365. Cela veut dire que chaque mois, on a environ 73 973 sur 12, qui revient à 6 164 € de retard de paiement client. J'ai un peu de mal avec cette vision à l'année du BFR qui pour moi était plus un indicateur à un instant donné, en tout cas une échelle plus petite que l'année. C'est une excellente question, Jean-Guillaume. En effet, pour mesurer votre besoin en cash tous les mois, il va falloir faire une prévision de trésorerie mensuelle. Et le premier mois, vous allez encaisser zéro en réalité. Et le deuxième, si vous commencez à vendre le premier mois et que vous avez 45 jours, les premiers 45 jours, vous n'allez rien encaisser. Donc janvier-février, vous aurez 0 et 0 en encaissement. Et après, à partir du mois de mars, vous allez commencer à encaisser, mais en suivant la courbe des ventes. Donc, les premiers mois, vous allez vendre très peu. Et si vous êtes, par exemple, saisonnier, que vous vendez quelque chose qui se vend plus en été, vous allez suivre aussi la saisonnalité. Donc, ce n'est pas linéaire sur l'année, ce n'est pas divisé par 12. Vous avez raison, ce ne sera pas 6 164 €. Il y en aura beaucoup plus dans les 2 premiers mois. Et après, ça va suivre la courbe des ventes. La raison pour laquelle je regarde par an et pas par mois, et il faut le faire par mois aussi, ce que vous dites est parfaitement vrai, Jean-Guillaume, il faut faire vos prévisions au mois le mois. Mais la raison pour laquelle je regarde d'abord par an et sur une durée de plusieurs années, c'est pour savoir quel est le besoin en financement initial, quel est l'apport que vous allez apporter pour créer votre business. La question à laquelle on essaie de répondre en regardant le BFR à l'année, c'est quel va être votre apport initial et quelle va être votre levée de fonds, à quel moment, en quelle année vous allez devoir lever plus ou moins de fonds. C'est ça la question qu'on essaie d'adresser en regardant un plan multi-annuel. Si vous voulez savoir quel est votre plan mensuel de trésorerie, là, il faut suivre, comme je vous l'ai dit, la courbe des ventes. Il faudrait le faire au moins le mois et ce ne sera pas linéaire, vous avez raison. Très bien, Jean-Guillaume. Ok, super, merci. Deux problèmes différents donc. Euh,
Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Georges, un immense merci. Je pense que c'était vraiment très clair et très complet. Merci à tous pour votre participation et je vous dis à très bientôt à tous. Excellente journée. Adrien nous remercie, Claudia aussi nous remercie. Merci à tous. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.